Je vais remercier tous nos invités parce qu'on a eu quand même des débats très intéressants et on les remercie pour les réflexions qu'ils ont partagées avec nous parce que c'est quand même du débat et de la confrontation des idées que surgit la lumière et que chacun peut prendre ses décisions. Vous avez vu d'ailleurs, on est assez éclectique, on n'a pas invité des gens qui pensent uniquement comme le mouvement politique citoyen ou comme IDNF. Malheureusement pour la France, vous le savez, ceux qui nous éclairent ici ne sont quasiment jamais invités dans les médias. Dans les grands médias. On nous propose que des tribunes ou des débats complètement aseptisés avec des gens qui ont le même logiciel, post-national, européiste et mondialiste. C'est une des explications, d'ailleurs, du malheur français, c'est l'impossibilité de réfléchir collectivement à l'avenir du pays, l'impossibilité de sortir du tapis roulant qui nous emmène au désastre, on le sait, et l'interdiction de changer de direction. Bah oui, pensez donc, c'est le sens de l'histoire et en fait, nous n'avons pas le droit de remettre en cause la religion d'un petit milieu parisien totalement hors sol et on n'a pas le droit de discuter d'un changement de direction du pays. Tout simplement parce que le pays leur appartient pour eux. En fait, on a une petite oligarchie qui a tout simplement pris le contrôle du pays, des médias, de la politique. Cette oligarchie, elle s'est unie pour faire élire Emmanuel Macron, notre grand malheur à tous, il y a 7 ans. Et elle n'aime pas la France. D'ailleurs, son homme, que dit-il? Il n'y a pas de culture française. Elle n'aime pas non plus le peuple français. L'oligarchie nous dit, son homme nous dit que nous sommes des gens qui ne sont rien, des Gaulois réfractaires dont on interdit l'avenue en centre-ville depuis le début de l'année pour cause de voitures qui polluent les riches. Et puis, il faut aussi mater le peuple pour elle et le faire savoir. Vous avez vu que quand des Français en grande difficulté osent descendre dans la rue pour dire qu'ils n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, qu'ils n'arrivent plus, en fait, à vivre correctement, bah, cette oligarchie, elle donne des ordres ou elle applaudit les ordres d'enfumer ces Français au gaz lacrymogène ou de leur tirer dessus au LBD. On va se rappeler les mots glaçants d'un ancien ministre devenu éditorialiste et qui nous disait « les forces de l'ordre devraient se servir de leurs armes une bonne fois ». C'est-à-dire que pour eux, plutôt que de dialoguer avec le peuple, il faut lui tirer dessus. On va se rappeler aussi les mots de la chef du service politique d'une grande chaîne publique en janvier 2019, décrivant les gilets jaunes des débuts, qui disait « un goût pour la violence, l'antisémitisme, le racisme, le complotisme. Bref, tout ce qu'il y a de pire chez l'homme ». Voilà. Comment mieux exprimer leur mépris pour le peuple français? Alors, ces réactions sont les plus caricaturales, certes, mais elles en éclairent pas moins l'inconscient de ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, comme le dit Maffesoli, c'est-à-dire normalement les élites, mais en fait, c'est plus des élites, c'est une caste et c'est une oligarchie qui gouverne contre le peuple et on en a tous conscience. Je dirais que les Français, il faut oser le dire, sont un peuple maltraité et martyrisé depuis 40 ans. Y compris à Mayotte, mais c'est une casse qui a emmené tout le pays au désastre. Plus rien ne fonctionne, plus rien ne tient debout en France. Bon, l'insécurité est grandissante et des jeunes Français se font massacrer dans la rue pour un regard ou pour un téléphone. Des Français atteints d'une simple infection, on en a parlé tout à l'heure, meurent abandonnés sur des brancards aux urgences parce que la santé publique a été démontée pierre par pierre. Nos enfants sont de moins en moins instruits par l'éducation nationale. Refus d'exercer d'autorité, manque de discipline, application de méthodes pédagogistes en échec. Ça ne permet plus de donner à nos enfants des armes pour affronter l'avenir. Enfin, la France, il faut en parler, est submergée par des flux d'immigration de 500 000 personnes par an, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande ville, alors même qu'elle n'a plus d'argent pour ses propres enfants, alors même que l'absence d'assimilation mène au communautarisme et au risque de partition, selon les propres mots d'un ex-président, un certain François Hollande. Alors que Macron avait fait des chefs d'entreprise et de l'économie sa priorité, aux dépens du social, aux dépens des classes moyennes et populaires, l'économie s'effondre. On n'a jamais vu un tel nombre d'entreprises faire faillite. En une année, 66 000. Malgré les mensonges éhontés de Macron et de sa bande,
L'industrie, la clé de la puissance d'un pays et surtout de la prospérité générale, continue à dévisser. La catastrophe, elle atteint un tel point qu'il faut le rappeler, un quart des Français n'arrivent plus à manger à sa faim, n'arrivent plus à se soigner ou à se chauffer correctement. Et tout s'effondre malgré une orgie de dette publique de 1 000 milliards d'euros. C'est ça qui est fou. Les Français s'insurgent à juste titre parce qu'en fait, ils payent beaucoup d'impôts, mais ils n'ont plus rien en face. Pourquoi payer des impôts quand on n'a plus d'horizon, qu'on n'a plus de sécurité, qu'on n'a plus de dentistes, qu'on n'a plus de médecins, quand les services publics sont abattus à un... Et pour finir, bien entendu, la France, jadis respectée dans le monde entier, est aujourd'hui humiliée par Macron à l'international, rejetée d'Afrique, et elle n'est respectée nulle part. Ce qui est important, c'est qu'à chaque échec de la caste, depuis 40 ans, elle utilise contre le peuple la même technique perverse pour renverser la responsabilité et pointer du doigt le peuple, c'est-à-dire l'inversion accusatoire. Exemple, quand la politique d'immigration commençait à porter des fruits amers, que des Français se plaignaient de la difficulté de coexister avec des immigrés dans certains quartiers, la caste ne revenait pas sur sa politique d'immigration. En fait, au contraire, Julien Drey, François Mitterrand inventaient l'idéologie antiraciste, montaient SOS Racisme pour accuser les Français du problème qu'ils avaient eux-mêmes créé. Quand les Français ils se plaignaient de difficultés à trouver un emploi dans le pays aux 6 millions de chômeurs, encore aujourd'hui, la caste leur dit de faire comme les Américains, les Allemands, les Anglais, de détruire leurs conditions de travail et pourquoi pas d'accepter des contrats 0 heure comme au Royaume-Uni. 0 heure garantie, mais un contrat de travail. Voilà. Évidemment, cette caste rejette une fois de plus la faute sur les Français en expliquant que pour elle, c'est des stupides fainéants qui n'ont pas compris qu'il fallait juste traverser la rue pour trouver un emploi. Et ça, tout le monde le sait. Quand des Français se plaignaient de ne plus pouvoir vivre avec un SMIC, on l'a dit, la caste a expliqué qu'au lieu de les écouter, elle a renversé le problème, elle a envoyé des CRS gazés et tiré dessus au LBD contre ces gilets jaunes. Donc comprenez bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est si eux ont le pouvoir, mais si la France échoue, ils n'ont aucune responsabilité. Tout est de la faute du Français moyen, selon donc ce mécanisme d'inversion accusatoire qui est sans cesse utilisé. Et quand aujourd'hui, les Français qui sont effrayés par le spectacle de la destruction de leur pays osent dire légitimement leur colère sur les réseaux sociaux, je pense que vous en faites partie, eh bien la caste accuse sans rire les Français d'ingérence étrangère. La caste affirme crânement, les réseaux sociaux, le débat tue la démocratie. Elle va tenter donc par tous les moyens de fermer et de censurer les réseaux sociaux pour faire taire le peuple parce que essayer d'interdire le débat et la démocratie, c'est leur seule porte de sortie. Alors bien sûr, on le sent, les Français oscillent entre colère et désespoir. Ils ont sentiment ô combien légitime de payer pour les privilèges d'une caste qui les méprise et les martyrise, d'être de plus en plus pauvres pendant que les d'autres s'empiffrent, et enfin de payer pour des clandestins qui n'ont jamais contribué, eux, aux finances publiques. Puis leur liberté est sans cesse amoindrie par des obligations plus stupides les unes que les autres. Donc en 2021 et 2022, c'était l'interdiction d'aller au restaurant ou au café si on n'avait pas un pass sanitaire ou un pass vaccinal. 3 ans après, c'est encore plus impressionnant. Ou avoir l'interdiction de boire un café debout pendant quelques semaines, début 2022, par Castex. Puis en 2025, maintenant, c'est interdiction avec les ZFE pour un tiers de Français de rentrer dans les grandes villes, déposer leurs enfants à l'école ou d'amener leur mère chez un médecin. Puis c'est l'interdiction de brûler du bois mort dans votre jardin, quelques branches de bois mort. Non, c'est un crime écologique. Et puis c'est aussi l'interdiction de louer votre bien s'il n'est pas isolé à grands frais, alors que ça ne fonctionne pas et que les Français n'arrivent plus à se loger aujourd'hui. Voilà. Enfin, la CAS vient d'inventer le truc sublime, c'est-à-dire la poubelle à puces et la police des ordures pour surveiller le volume de nos ordures, En fait, les mots d'ordre de la CAS, si vous regardez, c'est les autres avant les nôtres, nous préserverons nos privilèges à tout prix, et pour nos échecs, vous subirez notre courroux et des privations de liberté. Tout ça ne peut plus durer. Quant aux partis politiques d'opposition censés nous représenter,
il semble que leur mot d'ordre aujourd'hui, c'est de laisser Macron et le gouvernement en place pour pouvoir continuer à toucher quelques prébendes. C'est pour cela qu'au mouvement politique citoyen, nous disons, et nous ne sommes pas des démagogues, nous disons, la classe politique a trahi, seul le peuple français peut sauver la France. La raison du désastre, c'est qu'après avoir tué la nation, c'est avoir tué la nation et vouloir dissoudre le peuple. Et le crime de ceux qui nous dirigent, c'est d'avoir voulu détruire le principe spirituel qu'est la nation. Parce que depuis 50 ans, la quasi-totalité de la classe politique française a décidé d'effacer la nation pour porter symétriquement au nu leur machin européen. Donc Valéry Giscard d'Estaing a commencé avec « la France est trop petite », d'autres ont continué avec « la France est coupable », et enfin Mitterrand a clos le débat en disant « la France est votre passé et l'Union européenne est votre avenir ». Ils ont conditionné en fait les Français à mépriser leur propre histoire, à avoir honte de leur pays, à développer un dramatique complexe en fait d'aquabonisme et d'impuissance. À quoi bon? La France ne vaut rien. Vous l'avez vous-même entendu. Mais c'était leur objectif parce que ce qu'ils veulent, c'est que les Français rejettent la France, leur nation, leur patrie, et approuvent le projet supranational, leur projet, l'Union européenne. Et ça, c'est un véritable crime qu'ils ont commis. Ernest Renan avait tout compris et le disait. Dans son texte remarquable, « Qu'est-ce qu'une nation ?» il nous montrait « Il y a dans la nationalité un côté de sentiment. Elle est âme et corps à la fois. Un Zollverein, une union douanière, n'est pas une patrie. La nation, comme l'individu, est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore dans l'avenir. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait tels que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire, j'entends de la véritable, voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a construite, qu'on a bâtie de ses mains et qu'on transmet. Une nation, c'est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on va faire dans l'avenir. Elle suppose un passé, elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L'existence d'une nation, c'est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu, c'est une affirmation perpétuelle de vie. C'est vraiment un texte remarquable sur la nation. Et elle nous dit bien que l'Union européenne, elle, n'est pas une patrie, c'est qu'un principe complètement désincarné. Ces mantras, d'ailleurs, c'est le commerce, c'est la paix et la prospérité, la concurrence libre et non faussée avant tout. Ce n'est pas un programme, c'est un programme qui érase les nations et qui abougrit les hommes. Évidemment, parce que les hommes, ils ont besoin de racines et d'appartenance collective pour vivre, pour bien vivre. Pour autant, ce principe désincarné, pour notre grand malheur, pompe sans cesse sa souveraineté nationale à la France. Frontières, monnaie, loi sur l'immigration, agriculture, industrie, spatiale, santé, économie et bientôt la défense. Quand un État est à ce point-là vidé de toute capacité d'action par un pouvoir supranational, il perd sa raison d'être et sa crédibilité. Il ne faut pas chercher plus loin le problème d'autorité de l'État en France. Un État sans pouvoir, un État incapable n'a rien à offrir au pays. D'ailleurs, est-ce encore un État? La question se pose. J'étais aux côtés de la regrettée Marie-France Garot, en fait, quand cette grande dame expliquait sur le plateau de Frédéric Tadei, pour qu'une collectivité humaine, pour qu'un État soit souverain, il faut qu'il dispose de 4 pouvoirs. Battre monnaie, écrire ses lois, rendre la justice, décider de la paix ou de la guerre. Ça date de Philippe le Bel et on a quand même eu le temps de s'en pénétrer. Est-ce que notre pays, est-ce que notre État existe encore? Si on est rigoureux, la réponse est non. Pour en revenir à la nation, c'est une
un désir de continuer la vie commune. Ça permet la vie commune. C'est bien loin, vous voyez, du vivre ensemble totalement désincarné qui nous a été vendu. La nation, c'est un des murs porteurs dont Philippe de Villiers parle souvent et qui, en s'effondrant, fait s'effondrer la civilisation. Donc, voulons-nous assister en spectateurs à l'effondrement ou sommes-nous prêts à nous battre, à donner de nous-mêmes pour l'en empêcher? C'est ça la question qui est posée à tous les Français. Une nation, c'est une âme, un principe spirituel, un principe de vie qui nous dépasse et qui nous porte tout à la fois. C'est de cela que l'oligarchie tente de nous estropier. C'est pour ça que la France, aujourd'hui, se disloque. C'est ce principe de nation et cet amour de notre pays que nous devons faire tous ensemble, à nouveau, souffler sur la France. Alors la politique, ce n'est pas que des grands mots et des discours. La politique, c'est avant tout de prendre part à la vie de la cité, de proposer une vision et surtout un projet pour la France. Qu'est-ce qu'on va faire demain ensemble? Les mots, ça sert à insuffler l'énergie et l'action, elle, permet de transformer la réalité. C'est pourquoi au mouvement politique citoyen, nous avons mis en place des commissions, voilà, avec rassembler des citoyens motivés et compétents, des serviteurs de l'État, des policiers, vous en avez vu un, le commissaire Maurice Signolet qui est remarquable tout à l'heure, des chefs d'entreprise, des enseignants, des agriculteurs, voilà. Beaucoup de gens pour trouver ensemble des solutions fortes, concrètes et immédiatement applicables pour redresser la France. Parce que c'est de ça dont nous avons besoin. Par exemple, donc la commission sur la sécurité et la police a rassemblé des policiers et des universitaires pour proposer la restauration complète de l'autorité de l'État et une réponse pénale intransigeante à la montée de la hauteur de la violence. Nous savons quelle loi changer, quelle structure renforcer et quels moyens donner à ceux qui protègent les Français. Ce travail de fond, nous l'avons fait dans nombre de domaines et nous pouvons délivrer une partie de notre projet pour la France. Donc je n'en ferai pas un catalogue à l'après-vert de toutes les mesures nécessaires au redressement du pays. Je vais vous donner quelques lignes fortes sur la sécurité intérieure pour que la loi soit enfin respectée et que les citoyens n'aient plus peur. L'instruction publique, parce qu'une nation sans transmission, c'est une nation qui est condamnée. L'économie pour restaurer la puissance économique de la France, c'est-à-dire sa puissance tout court aussi, et redonner un niveau de vie décent aux Français. Et enfin, la diplomatie, parce qu'une France souveraine doit parler de sa voix forte et singulière dans le concert des nations. Vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Assurer la sécurité des Français, c'est le premier devoir d'un gouvernement. La sécurité, c'est clairement en train de devenir le problème numéro 1 des Français. Donc quotidiennement, on est obligé d'entendre des actes complètement atroces qui nous révoltent. Donc des jeunes Français massacrés pour une cigarette, pour un téléphone, pour un mauvais regard, gratuitement parfois. Des jeunes Françaises violées puis tuées parce qu'elles avaient eu le malheur de rentrer un peu tard chez elles le soir, quoi. Et enfin, on sait qu'on a des quartiers entiers qui passent sous la loi des gangs. C'est une honte absolue parce qu'un pays qui ne protège plus son peuple s'effondre automatiquement. Donc, après 30 ans de flux d'immigration massif, souvent sans assimilation, après 30 ans de culture de l'excuse et de justice laxiste, les Français subissent une violence qui est vraiment déchaînée et qui confine à la barbarie. Le verrou principal, au retour de l'autorité de l'État, il est simple, il est clair, c'est qu'il n'y a pas assez de places de prison disponibles depuis des dizaines d'années, pour pouvoir appliquer les sanctions et pour pouvoir mettre les délinquants en prison. Donc on se retrouve avec des petits délinquants impunis, encouragés par l'absence de réponse de l'État, qui continuent leur carrière de délinquants et qui s'enfoncent dans leur sauvagement. Pour vous donner un chiffre, il y a 80 000 personnes écrouées en France pour 60 000 places de prison. Et encore, faute de place, on a mis 15 000 personnes pour des peines de 2 ans avec des bracelets donc, électroniques, donc qui sont chez eux en train de jouer à la PlayStation, d'appeler un ami, voire de dealer à domicile. Ce n'est pas vraiment une peine quoi, pour ça. Et si pour cause de prisons surpeuplées, l'État ne retenait pas la main des juges, qui ne sont pas du tout tous laxistes, j'en ai parlé aux policiers, nous aurions au moins 120 000 condamnés, en fait, pour 60 000 places de prison. Donc il n'y a pas de choix. Pour arrêter l'épidémie exponentielle de crimes et de violences, pour restaurer l'autorité de l'État, il faut tout simplement appliquer des sanctions claires, fortes et connues de tous lorsque la loi est violée.
Toute personne qui commet un délit ou un crime doit savoir qu'il ira rapidement en prison. Dans une prison sans télévision, sans téléphone, avec des livres éventuellement, avec une discipline stricte et surtout une prison où il pourra réfléchir pendant quelques années à la gravité de ses actes. Toute personne qui commet un délit ou un crime doit aussi savoir qu'il y a des peines planchers, rapidement prononcées par la justice, que l'application des peines sera stricte et sans aucune réduction automatique des peines. Tout étranger condamné à une peine de prison pour crime ou multirécidiviste sera expulsé. C'est à cette condition que la France enrayera l'épidémie de criminalité qui ensanglante notre pays. Pour ce faire, ça signifie qu'il faut doubler le nombre de places de prison. Pourquoi personne ne l'a fait? Très simple. Ils se sont mis des normes qui fait que ça met 10 ans pour construire une place de prison, au lieu de 2 ans au Salvador. Voilà, donc tout simplement, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, on éradiquera toutes les normes qui empêchent de le faire, et l'État est capable, pour construire en 2 ans les 60 000 places de prison dont a besoin le pays pour arrêter cette épidémie de crime. Pour ce faire, il faudra supprimer tous les recours et procédures judiciaires hyper complexes qui ont été mises en place depuis 1993 et qui fait que vous avez une justice totalement embouteillée, tout simplement. Alors est-ce qu'en 1993, la France était un pays qui n'était pas libre, où les gens, voilà, qui refusait le droit aux personnes en justice? Non, il faut enlever toutes ces lois en fait, pour qu'on ait une justice rapide et efficace, et une police rapide et efficace aussi. Parce qu'une justice faible envers les barbares, c'est une justice barbare envers les faibles, tout simplement. La culture de l'excuse et le laxisme, c'est de la malveillance envers le peuple français. Donc maintenant, il s'agit de gouverner sans avoir la main qui ne tremble, avec une fermeté absolue et la tolérance zéro. C'est la seule possibilité que les Français ont de ne plus subir ce déferlement de violence et de crimes. C'est un choix historique, soit on restaure maintenant l'autorité de l'État, soit la France s'effondre. L'éducation nationale, l'école française, elle est victime en fait de la fausse bienveillance aussi, et du même laxisme et de l'abandon de l'autorité que la police. Le refus de l'autorité, la lâcheté institutionnalisée, vous savez, a conduit au phénomène du pas de vague. Il y a ses conséquences catastrophiques sur la discipline à l'école. La vraie bienveillance, c'est de donner aux enfants des limites, d'être capable de les féliciter comme de les sanctionner. L'école française, elle était autrefois renommée dans le monde entier. Elle donnait à tous le grand bienfait de l'instruction. Elle formait des citoyens instruits, elle concourait à aimer la France et elle élevait l'âme des enfants. L'instruction, c'est le plus grand et le plus permanent des intérêts publics. L'école française aujourd'hui est en ruine, elle échoue dans toutes ses missions. Une école où les écoliers feraient la loi serait une triste école, nous disait Ernest Renan. Oui, notre école est aujourd'hui une triste école. La discipline et l'autorité ont disparu des salles de classe. La mise sur un pied d'égalité des élèves et des enseignants, des maîtres, conduisent à la fin de la transmission. On a un manque de discipline, une insuffisance d'heures de mathématiques et de français à l'école primaire. Eh bien, les élèves n'acquièrent plus les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Dès lors, tout est perdu. En plus, les programmes sont redondants d'une année sur l'autre, perdent les élèves dans des problématiques totalement conceptuelles quand les enfants sont à l'âge des connaissances. Les enseignants, les plus courageux, ils ont beau se dévouer pour leur vocation. L'école française est irrémédiablement entraînée par le fond. Pour que l'école française redevienne une école d'excellence, des mesures fortes et claires doivent être mises en place avec la plus grande détermination, là aussi. Retour de l'autorité, ça passe par le haut, c'est-à-dire que le gouvernement donne pour mission aux chefs d'établissement le rétablissement de la discipline et la fin du pas de vague, avec aussi sanctions et gratifications aux conséquences. Il soutient rigoureusement les directeurs et impose au corps enseignant le rétablissement de la discipline et d'une autorité juste dans toutes les salles de classe. Exemplarité imposée aux enseignants, discipline tenue grâce à de douloureuses heures de colle données, tenue effective des conseils de discipline et renvoi des élèves perturbateurs. Toute la palette de possibilités doit être utilisée pour que reviennent autorité juste du maître et discipline. Les redoublements seront décidés par un collège d'enseignants au conseil de classe et non plus par les parents. Et dernière chose, pour que les enseignants puissent instruire leurs élèves, le numérique sera banni de l'école hors des classes d'informatique.
Les programmes seront débarrassés de toute idéologie pédagogiste, ne seront plus redondants d'une année sur l'autre et donneront accès aux connaissances, au savoir et non à de nébuleuses compétences. Très important, le récit national, débarrassé de la détestable repentance, sera réhabilité pour que les jeunes Français apprennent à aimer la France. L'école, elle n'est pas là pour faire détester la France, pour la dissoudre dans l'acide, elle est là pour perpétuer la France. À ces conditions, l'école française renaîtra de ses cendres, pourra se redresser et redevenir une école d'excellence. Après l'insécurité, l'école, parlons d'agriculture, parce qu'aujourd'hui, nos agriculteurs disent qu'ils sont en train de mourir. Honte à ceux qui dirigent la France et ceux qui font en sorte que ceux qui nous nourrissent meurent et n'arrivent pas à vivre de leur travail. Pourquoi ? Parce qu'on a des revenus de paysans complètement écrasés, un revenu de 1 035 € par mois au niveau médian, 70 heures de travail par semaine, soit 4 € de l'heure. Nombre d'entre eux gagnent moins que le RSA, 70% sont en difficulté financière. Donc beaucoup ne s'en sortent plus, finissent en faillite et sont obligés de vendre leur terre, la terre de la famille. Écrasés de honte, certains finissent en fait tout simplement par suicider et on en arrive à 2 suicides de paysans par jour. Alors qui assassine ainsi l'agriculture française ? Bon, j'ai affaire à des gens qui connaissent le sujet, c'est tout simplement l'Union européenne et l'hyper-concurrence mortifère auquel elle a soumis nos agriculteurs. Ça a commencé par l'Espagne et la concurrence de l'Europe de l'Ouest. Ça a continué ensuite avec l'Europe de l'Est et les pays à bas salaire. Et ça empire avec les accords de libre-échange signés avec le monde entier qui écrasent les prix vers le bas. Cette concurrence, en plus, elle est déloyale. Vous le savez, un quart des produits qui sont vendus en France sont en fait contraires aux normes européennes. On a des producteurs de poulets de taille tout à fait limitée et raisonnable en France, des élevages, en fait, qui sont juste concurrencés par des fermes géantes ukrainiennes qui produisent chacune 75 millions de poulets. Voilà. Avec des poulets gavés aux hormones et de croissance et aux antibiotiques, et avec des salariés ukrainiens payés 1 € de l'heure. Tout est dit, c'est une véritable horreur économique, et d'ailleurs, ces fermes géantes, elles appartiennent à un milliardaire ukrainien dont la firme est basée à Chypre et qui est cotée à la Bourse de Londres. Demain, avec le Mercosur, ça va être 10 000 bêtes, des fermes-usines de 10 000 bêtes. Ces bœufs-là, engraissés aux hormones, vont concurrencer nos éleveurs. Il va falloir déforester l'Amazonie pour produire le soja nécessaire à ces fermes-usines et donc tuer ainsi nos paysans qui eux-mêmes sont soumis à des normes drastiques. Donc vraiment, on marche sur la tête. Aujourd'hui, les paysans le disent, ont raison. Et la solution, elle est simple. Il faut juste avoir le courage de le dire. Faire renaître notre agriculture, ça impose la sortie de l'Union européenne. Ce qui signifie renégociation automatique de tous les traités de libre-échange. Et donc, à ce moment-là, on peut mettre des clauses pour limiter la concurrence sur les produits agricoles. L'agriculteur français pourra alors vivre de son métier, de prix corrects, au lieu d'être obligé, comme aujourd'hui, de quémander des subventions. Il ne sera plus enseveli sous les normes absurdes de Bruxelles. Il faut arrêter avec le délire de la surtransposition. C'est Bruxelles. L'ennemi, ce n'est pas le fonctionnaire français. Les normes sont à Bruxelles. Ceux qui vous le disent que le problème, c'est la surtransposition, vous mentent. Il faut arrêter d'accuser la France. Il faut accuser là d'où viennent les normes de l'Union européenne. La France libre, elle pourra surtout afficher très lisiblement sur toutes les étiquettes des produits que vous mangez. Est-ce que ça vient d'Ukraine? Est-ce que ça vient du Brésil? Est-ce que ça vient de Chine? Ou est-ce que ça vient de France avec un drapeau bleu, blanc, rouge? Et là, le chemin, en fait, c'est clair pour les agriculteurs, comme il s'éclairera pour l'industrie et toute notre économie. Parce que l'industrie, c'est la clé de la prospérité générale et de la puissance économique d'un pays. Elle offre des bons salaires aux Français. La richesse qui est créée, elle irrigue absolument toute l'économie, tout le tissu économique du pays. Et si l'économie en France est en déshérence, c'est si 65 000 entreprises ont disparu l'année dernière, si on a un déficit public et une dette publique au plafond, la raison principale, c'est la disparition de la source principale de la richesse, c'est-à-dire de l'industrie. Parce que la destruction de l'industrie, ça signifie destruction de la croissance, des salaires en baisse, des impôts élevés pour payer les charges courantes. En fait, à force de délocaliser la richesse, c'est la richesse de la France tout simplement qui a été elle-même délocalisée.
Et si vous regardez le paysage économique de notre pays, c'est quoi? Une industrie faible, des services publics en déshérence, des petits boulots de services ubérisés qui prolifèrent, le développement du tourisme pour payer en fait les importations et un gouvernement qui ressemble à une république bananière. C'est le paysage d'un pays en voie de tiers-mondisation. La politique économique en fait, de l'Union européenne, depuis 35 ans, elle consiste à quoi? Elle consiste à enrichir les rentiers et les plus puissants d'un côté. Elle consiste, depuis 35 ans aussi, à appauvrir tous les autres, tout en détruisant le pays. En fait, c'est un mauvais film de Robin des Bois à l'envers. Ça doit cesser parce qu'il en va de la vie de nos entrepreneurs, de nos agriculteurs et de nos salariés. En plus, l'Union européenne, vous le savez, impose les prix de l'énergie les plus élevés et artificiels du monde, écrase l'économie sous les normes, signe des accords de libre-échange désavantageux pour mettre notre industrie, elle aussi, en concurrence frontale et souvent déloyale avec toute la planète. Tout découle de ça. Destruction de l'industrie, croissance zéro, dette publique, salaire écrasé, baisse du niveau de vie des Français. Et puis, comme les incompétents au pouvoir ont décidé de masquer la déroute, en fait, à coût de dizaines de milliards par des subventions diverses et variées partout où ça s'écroule, ils ont voulu continuer le coup des normes délirantes et des flux d'immigration imposés. Eh bien, les Français croulent sous les impôts, tout en n'ayant ni sécurité, ni service public debout. Les petits entrepreneurs, les forces vives de la nation, sont détruits sous les applaudissements de Bruxelles par des normes européennes proliférantes, le coût de l'énergie et le poids des charges. On aimerait d'ailleurs entendre le MEDEF en parler. Mais non. Cette semaine, on a un drame qui s'est produit. Un drame comme il y en a tant en France, en fait. Une usine produisant des uniformes pour l'armée française ferme à Calais après la perte d'un contrat avec l'armée. 66 salariés éjectés, 66 familles sur le carreau. En fait, au nom de la concurrence mondiale libre et non faussée, Bruxelles, imposée par l'Union européenne, les uniformes seront fabriqués demain à Madagascar. Les États-Unis, vous savez, ils sont souverains. Ils ont le Buy American Act. Eh bien, la France, quand elle sera souveraine, sortie de l'Union européenne, pourra immédiatement voter une loi achetée français pour que tout l'argent des contribuables pour la commande publique soit, bien entendu, réservé aux entreprises françaises et aux salariés français. Vous l'avez tous vu, Trump vient de lancer le processus de démondialisation économique. Trump veut tout simplement rendre l'Amérique à nouveau puissante, hein, c'est son slogan, MAGA, et ça passera par des droits de douane importants avec la Chine et les pays européens, et bien entendu beaucoup d'autres pays dans le monde, puisqu'il veut tout simplement relocaliser les richesses chez lui. L'ADN de l'Union européenne, c'est quoi? C'est la mondialisation économique. Donc en fait, l'Union européenne est à contresens de l'histoire à vouloir faire de la mondialisation économique et des accords de libre-échange, quand l'histoire, c'est la démondialisation économique aujourd'hui. Donc la France doit en sortir pour s'en sortir. Sortie du machin européen, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on baisse les prix du gaz. On divise par 2 les prix de l'électricité. Produit à 6 centimes, vendre à 12 centimes, c'est très raisonnable. On peut protéger notre industrie avec des hausses des droits de douane. À ce moment-là, en profitant du sillage des États-Unis. On peut faire renaître l'industrie française avec le levier de l'État stratège, ce qui a donné les centrales nucléaires, Ariane, Concorde, Airbus et le TGV. Nous pouvons donner aussi à l'industrie basée en France immédiatement, au lieu de souffrir par des baisses des charges, qui derrière, c'est des hausses des impôts pour les autres. Eh bien là, vous mettez 20% de compétitivité en plus en baissant le niveau du franc par rapport à l'Allemagne et aux pays européens excédentaires de 20%. C'est complètement indolore. Nous permettrons aussi à chacun d'être patriote, d'être solidaire des entreprises françaises et de participer au redressement du pays en obligeant l'affichage de tout pays d'origine pour tous les produits que nous achetons. Et là, si vous voulez, quand vous avez débarrassé du chômage de masse, là, vous pouvez remettre la valeur travail en place à l'honneur, mais d'un travail qui est correctement payé. Bien entendu, les petits entrepreneurs, les PME doivent être favorisés par rapport aux grandes structures, parce que déjà, ils créent plus d'emplois et que la distribution de richesses et du pouvoir économique, ça assure l'équilibre de la France. C'est pour ça qu'on doit aussi voter tout simplement une loi achetée aux petites entreprises, comme le Small Business Act américain, qui favorise l'achat
aux PME, et donc on aide les PME à prendre leur essor. Cette prospérité retrouvée donnera de bons revenus à chaque Français. Moins d'impôts pour les salariés et moins de charges pour toutes les entreprises. On pourrait parler ainsi des 1000 problèmes que la souveraineté nationale permettra de résoudre. Mais j'ai promis de parler que 30 minutes, donc on n'en a pas le temps. On va finir par un problème massif, majeur, qui est un des plus importants pour les Français, c'est l'arrêt des flux d'immigration. Voulu par tant de Français, à raison, puisque certains Français se sentent en exil dans leur propre pays, dans des quartiers où en fait les mœurs et la façon de vivre n'a plus rien de français, osons le dire. Eh bien, libérée des lois de l'Union européenne sur l'immigration, la France pourra rétablir ses frontières, ses gardes-frontières et écrire toutes les lois nécessaires pour arrêter les flux d'immigration, tout simplement. Fini les Schengen, CEDH et autres directives européennes qui paralysent complètement l'action. Alors pourquoi des partis ayant comme thème principal l'immigration se privent de ce moyen? C'est assez incompréhensible. Parce que comme Trump est en train de montrer, lorsque la France sera à nouveau un pays souverain, elle pourra elle aussi sortir de l'impuissance politique. Elle pourra elle aussi en finir avec la submersion migratoire. Retrouvant sa souveraineté nationale, la France libre pourra à nouveau défendre son identité nationale. Car si certains font semblant aussi de ne pas le comprendre, en fait, l'identité et la souveraineté nationale sont les deux faces de la même médaille. Si vous voulez, quand la France est dans un tel péril, l'union de toutes les forces politiques défendant l'identité et la souveraineté nationale, c'est une évidence et c'est même un devoir pour chacun. Le peuple français le veut et le peuple français le mérite. Au mouvement politique citoyen, nous sommes au service de la France et non au service de nous-mêmes, très clairement. Quand l'union de tous dans un grand parti commun sera possible, nous y serons. Nous essayerons même de la susciter. Pour le moment, c'est impossible. Donc on trace notre route en unissant les citoyens et les personnalités souverainistes dans notre parti. Et nous enjoignons tous les citoyens français à adhérer au parti qui se bat pour l'Union, pour la France. Finissons-en par la géopolitique avec un énorme mouvement qui a eu lieu cette semaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait une annonce historique. Je pense que vous l'avez vu, les États-Unis renoncent à l'hégémonie mondiale. Ils renoncent à être les gendarmes du monde, à gouverner le monde, et ils veulent être une grande puissance respectée dans un monde multipolaire, de nations libres. Donc c'est un retour probablement aux États-Unis du 19e siècle. Mais c'est le changement surtout le plus important dans les relations internationales depuis la chute de l'URSS. Diplomatiquement, vous l'avez vu, la France de Macron s'humilie à être en fait sous tutelle d'Ursula von der Leyen, c'est-à-dire d'être le caniche du caniche des Américains. Libérée de la caste et l'Union européenne, la France libre deviendra ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une puissance d'équilibre et une puissance de paix. Une puissance refusant de s'affilier à un quelconque empire et défendant ses intérêts de nation. Une puissance d'équilibre surtout qui fait tout pour éviter les effets délétères des empires sur l'équilibre du monde. Pensons par exemple à la désintégration voulue par certains empires de la Syrie. Cette espèce de crime international qui vient d'être fait. La France, elle doit naturellement rester l'allié des États-Unis de Donald Trump, tout en dialoguant avec les BRICS. C'était ce que faisait De Gaulle, en dialoguant avec la Chine d'un côté, avec la Russie de l'autre, pour la détente en pleine guerre froide, c'est-à-dire pour la paix du monde. Et c'est ça, c'est la voie singulière de la France, une certaine idée de la France, le chemin que nous a tracé De Gaulle, que nous devons suivre à nouveau en termes diplomatiques. Pour finir, à l'heure de la démondialisation et du monde multipolaire, les Français ont tout simplement deux choix. Premier choix, rester dans l'Union européenne, qui a contresens de l'histoire du monde et s'isoler, laisser détruire son économie, se faire submerger au niveau migratoire, en fait se suicider tout simplement. Et en plus subir la censure et l'autoritarisme d'une caste adoratrice de l'Union européenne qui est en pleine déroute et qui voudra nous priver de notre liberté d'expression, nous priver de toute protestation. Parce que, en fait, faut pas croire, ils paniquent, en fait, ils ne craignent qu'une chose, c'est qu'ils veulent faire taire le pape parce qu'ils craignent l'éjection définitive du pouvoir.
Le deuxième choix, c'est celui du mouvement de politique citoyen, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne, reprendre le contrôle de notre destin, redonner le pouvoir au peuple par des référendums et même par des référendums d'initiative citoyenne, redevenir une nation indépendante, libre, prospère et fière d'elle-même, c'est-à-dire la terre de liberté que la France n'aurait jamais dû cesser d'être. Nous faisons le serment de tout faire pour que la France redevienne une nation et cesse d'être une province de l'Union européenne sous tutelle allemande et américaine. Parce que nous avons été une nation libre pendant 1000 ans et que c'est l'essence même de la France, c'est-à-dire le pays des hommes libres étymologiquement, que d'être souveraine, indépendante et de défendre la paix et la liberté. Vive la résistance et vive la France libre. Bon, je crois que dans une réunion de patriotes, on ne peut pas finir sans chanter la Marseillaise tous ensemble. Donc on va se lever et tous chanter. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.